Êtes-vous prête pour l'impact? C'est la question que je pose chaque semaine à une personnalité qui compte dans notre économie. 26 minutes d'entretien pour creuser ces enjeux de transformation environnementale et sociétale avec Sandra Wabian aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice générale du CREDOC, le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Et vous publiez, c'est chez Flammarion, La mosaïque française, comment refaire société aujourd'hui. Ça veut dire quoi? On va parler du constat peut-être, d'une fracturation, d'une société où les antagonismes s'expriment plus violemment. Alors on le voit quasiment tous les jours à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est vrai ailleurs? Alors, ce que je propose justement dans le livre, c'est d'essayer d'enlever les lunettes noires qu'on a régulièrement sur notre société française et d'essayer de regarder vraiment les constats sur la cohésion sociale. Et ce qu'on peut voir, c'est que effectivement, il y a des choses qui vont mal, des inégalités de patrimoine qui augmentent, des difficultés dans le monde du travail, une forme de polarisation parfois des opinions. Mais il y a aussi des choses qui vont bien et dont on parle un petit peu moins, comme par exemple l'engagement des jeunes. On a des jeunes de plus en plus engagés dans notre société. C'est pas quelque chose qui est forcément souvent mis en lumière. On a aussi des enquêtes qui montrent que la tolérance progresse. Alors ça peut étonner puisqu'on a de plus en plus de crimes antisémites, racistes, et puis on voit bien dans l'espace public qu'il y a beaucoup de tensions. Mais en fait, quand vous prenez un peu de recul, eh bien, il y a 40 ans, il y avait beaucoup moins d'ouverture, par exemple, par rapport aux couples de même sexe, par rapport même à l'immigration. Donc en fait, quand on regarde un petit peu sur le temps long, en fait, on a une société qui a quand même avancé. Mais alors, qu'est-ce qui donne ce sentiment d'antagonisme? On peut toujours se regarder le nombril, nous médias. Est-ce que, par exemple, les médias sociaux, les réseaux sociaux qui sont de plus en plus, et on le voit avec l'abandon de la modération, par exemple, dans les médias sociaux du groupe Meta, annoncé par Zuckerberg après la victoire de Trump, est-ce que ce sont des lieux d'antagonisme plus que la société ne l'est vraiment, d'une certaine façon? Alors, les médias sociaux, mais les médias traditionnels aussi. Oui, aussi. Puisque, en fait, comme on le sait, les médias ont plutôt tendance à parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Et puis, des travaux ont montré qu'il y avait une forme de polarisation liée au visionnage de médias. C'est-à-dire que vous n'allez pas changer d'avis en regardant les médias, vous allez plutôt vous conforter dans vos opinions, voire vous radicaliser un petit peu en allant vers des médias avec lesquels vous êtes d'accord au démarrage. Et donc, le fait qu'on soit dans une société où on est de plus en plus abreuvé de médias, où on est aussi un peu obligé de suivre tout ce qui se passe, fait aussi que ça, effectivement, participe de la polarisation. Et puis, on a une accélération du temps aussi, une accélération du temps qui est liée notamment à l'arrivée du numérique, qui arrive à une forme de paradoxe, c'est-à-dire qu'on a du numérique, on est censé gagner du temps avec, et puis finalement on passe des heures et des heures dessus. On y passe de plus en plus de temps. Et donc finalement on court à tous après le temps. Les Français dorment de moins en moins, par exemple. Donc on est tous pris dans une course infernale, et cette course, elle n'est pas propice à la réflexion, à la délibération, au compromis. Oui, effectivement. Lors d'une émission sur France Culture, on va vous proposer une citation de Sandra Wabian. Vous avez déclaré ceci: nous n'assistons pas à une archipélisation de la société française, au sens où ce ne sont pas de petites communautés exclusives qui se font face les unes aux autres, mais bien une forme d'émiettement où les individus ont chacun leur propre identité. Évidemment, vous faites référence, j'imagine, à l'archipel français, c'est le titre d'un livre qui est signé Jérôme Fourquet. D'une certaine façon, si je caricature, vous avez les mêmes chiffres, mais vous n'avez pas la même lecture de la situation, on peut dire ça ? Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses très intéressantes dans les travaux de Jérôme Fourquet que je suis avec beaucoup d'attention. J'ai pas la même lecture que lui de la société française. Pour moi, le phénomène qui domine notre société, c'est le phénomène de l'individualisation. Donc l'individualisation, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le fait que chacun a envie de faire ses propres choix, de suivre son propre chemin. Et ça va du fait de donner un prénom particulier à son enfant, à choisir ses funérailles avec une cérémonie particulière, en passant par le tatouage, où on va se mettre sur la peau des choses très particulières qui vont vraiment nous dire qui on est. Mais alors, si on est dans une individualisation, donc c'est la mosaïque d'une certaine façon que vous décrivez, comment
comment on fait société, malgré tout. Alors, c'est tout l'enjeu, et notamment parce que cette individualisation, elle vient questionner d'anciens modes de société, et notamment tout ce qui était institutionnel, les corps intermédiaires, le fait qu'on pouvait avoir des représentants qui pouvaient réorganiser et organiser la société. Aujourd'hui, c'est remis en cause. Et donc, il faut trouver d'autres moyens de vivre ensemble en reconnaissant cette individualité. Moi, la thèse que je propose dans le livre, c'est le fait de dire que on peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est un chemin que suit la société française, et la plupart des sociétés occidentales d'ailleurs, c'est ce chemin de la singularité, et donc il va falloir reconnaître les gens, ça veut dire leur trouver une place. C'est évidemment très exigeant. Oui. Alors effectivement, et alors ça c'est un enjeu du quotidien, et puis il y a des événements particuliers qui peuvent permettre de faire société. Je pense évidemment aux Jeux Olympiques et Paralympiques, le succès des Jeux. Est-ce que pour vous c'est une preuve qu'on peut toujours, puisque vous dites refaisons société, qu'on peut toujours faire société? Ou est-ce que il y a un petit côté phare aveuglant et on donne trop d'importance à ce qui s'est passé pendant quelques semaines cet été? On peut parler des Jeux Olympiques en positif, on peut parler aussi du Covid. Oui. À un moment où la société était face à une menace importante, on a quand même demandé des efforts très importants aux gens, de s'enfermer chez eux pendant plusieurs mois, de renoncer à toutes leurs activités, et les gens s'y sont prêtés quand même plutôt de bonne grâce, il n'y a pas tellement eu de mouvement de contestation. Donc on voit bien que quand on propose un cadre à la société française, alors soit un cadre coercitif comme ça a été pendant la période Covid, soit un cadre positif comme ça a été pendant la période des JO, on a un élan de la société française. On l'a vu aussi pendant le grand débat, où on a ouvert les portes de la discussion et il y a eu des millions de contributions. Donc si on donne la qui servent à caler les armoires des ministères. Alors c'est là le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tous les outils qui commencent à émerger pour faire du collectif, ils sont utilisés comme des gadgets, c'est-à-dire qu'on les sort un petit peu comme des prétextes et puis on les range très vite sans en faire quoi que ce soit. Mais il y a un matériau qui est très intéressant et on pourrait s'en saisir, mais il faut trouver une place à ces nouvelles expérimentations citoyennes. Oui, c'est ça, les conventions citoyennes notamment. Il y en a eu sur le climat, il y en a eu sur la fin de vie. Alors, la fin de vie, bon, avec le chaos politique dans lequel on est, dont on va peut-être sortir, qui sait, cette loi, cette réforme, elle est pour l'instant en sommeil. Mais si on prend la Convention citoyenne sur le climat, elle a fait naître beaucoup d'espoir. Il y a certainement eu une erreur majeure de communication d'Emmanuel Macron disant qu'il allait tout reprendre, ce qu'il n'a pas fait. Est-ce que malgré tout, on peut en faire un bilan relativement positif de cette Convention citoyenne, parce que ça a fait bouger certaines lignes? Alors, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer l'exercice en lui-même, qui lui est très positif, parce qu'il permet aux gens de s'exprimer, il permet aux gens de délibérer, de faire du compromis. Il faut savoir que dans la Convention citoyenne pour la fin de vie, on a 40% des gens qui ont changé d'avis sur des questions quand même très intimes, sur lesquelles on peut se dire que c'est difficile de changer d'avis. Donc en fait, lorsqu'on laisse du temps aux gens, lorsqu'on leur permet de rencontrer des experts, de discuter entre eux, ils arrivent à créer du compromis. Donc ça, c'est pour l'exercice en lui-même. Message et puis pour les députés, accessoirement. Voilà, sa place institutionnelle. Et aujourd'hui, le problème de ces exercices, c'est que ce sont des électrons libres. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui décide à quel moment sur quel sujet. On ne sait pas quel est le devenir en fait de ce qui va être produit par ces conventions. Donc il faudrait une place institutionnelle, c'est-à-dire peut-être que les délibérations, enfin les rapports de ces conventions soient soumis au Parlement. Peut-être qu'il y a un référendum derrière. Ou on peut imaginer différentes choses. Mais en tout cas, il faudrait qu'il y ait un cadre institutionnel pour que effectivement on fasse quelque chose de tout ce matériau qui est créé par les citoyens. Dans votre livre, vous remettez en cause l'esprit de compétition. Alors, je suis assez d'accord avec vous sur un aspect des choses, c'est-à-dire le fait que notre société, on est dans une société de la note permanente, ce qui est relativement insupportable, c'est une pression sur tous qui est assez insupportable. Et en même temps, la compétition, c'est un moteur de progrès parfois personnel. Donc, je suis un peu partagé là-dessus. Pourquoi vous remettez en cause l'esprit de compétition ? Alors, je pense qu'on a organisé notre société sous un angle de compétition, parce qu'on s'est dit que c'était une manière de créer une forme de justice sociale. C'est-à-dire de se dire, finalement, les ressources ne sont pas illimitées, on va essayer de faire courir tout le monde derrière la même ligne de départ, et puis on verra celui qui court le plus vite, il aura les meilleures ressources. Donc c'est une espèce de forme de justice sociale. Le problème de cette organisation, c'est que d'abord, c'est très difficile de faire courir tout le monde derrière la même ligne de départ, puisqu'évidemment, on ne vient pas des mêmes milieux, on n'a pas les mêmes ressources intellectuelles, culturelles, patrimoniales, etc. Bon, mettons ça de côté. Deuxième problème,
admettons qu'on arrive à mettre tout le monde à égalité. Est-ce qu'on est tous d'accord sur qu'est-ce que c'est que le mérite? Il y en a certains qui se lèvent très tôt aujourd'hui, qui sont par exemple, si on prend les éboueurs, et qui travaillent difficile, et ils ont un travail difficile, pénible, et pour autant, c'est pas eux qui obtiennent les meilleures places. Donc, est-ce que le mérite, c'est les talents? Est-ce que c'est l'intelligence? Est-ce que sont les efforts? Bon, mettons de côté ce deuxième problème. Troisième problème, le problème, c'est que mécaniquement, forcément, on obtient des gagnants et des perdants. Oui, mais ça, c'est la vie. Oui, mais du côté le problème de cette organisation, c'est que du côté des gagnants, aujourd'hui, on crée du burn-out, c'est-à-dire qu'on pousse tellement tout le monde à courir de plus en plus vite qu'il y a de l'épuisement, on crée finalement des ressources presque inexploitées. Et du côté des perdants, on crée du ressentiment, puisqu'en fait, les gens, non seulement sont en situation d'échec, et en plus, on leur dit c'est de votre faute. Vous n'avez pas fait les bons choix, vous n'avez pas été au bon endroit sur Parcoursup, vous n'avez pas fait le bon choix professionnel, etc., etc. Et donc, ça crée du ressentiment. Et donc, on ne peut pas créer une société unie dans une société où on est en compétition permanente. La transformation environnementale, évidemment, c'est un changement de société majeur. On voit qu'il y a des freins qui sont nombreux, on voit qu'il y a parfois le refus, et il s'exprime peut-être encore plus en ce moment, d'un rythme jugé trop rapide ou trop imposé. On peut prendre plusieurs exemples, il nous reste un quart d'heure dans notre entretien. On va parler de la mobilité pour commencer. Déjà, le constat. Le constat, il est évident, mais je veux bien l'entendre avec vos chiffres et avec votre expertise. La voiture, ça reste le moyen de transport plébiscité des Français. Oui, tout à fait. C'est effectivement le principal moyen de transport, que ce soit pour les transports du quotidien ou pour les transports pour aller en vacances, pour plusieurs raisons. D'abord, tout a été organisé autour de la voiture. Donc finalement, les gens ont pu se saisir de cette possibilité pour s'installer. Autre phénomène très important, l'augmentation des prix de l'immobilier, qui a fait que les gens ont dû s'éloigner des centres-villes et donc ils sont d'une certaine manière piégés avec leur voiture, ils ne peuvent pas faire autre chose. Et puis ça reste aujourd'hui un moyen de transport pas cher en fait, contrairement à ce qu'on peut dire, parce que vous pouvez acheter une voiture d'occasion, pas des voitures électriques. Hein, oui, justement, on va en parler de cet enjeu. Mais vous pouvez acheter une voiture d'occasion pas très chère et finalement du coup avoir plusieurs voitures dans votre foyer. Ouais. Et effectivement, c'est pas simple de faire coïncider mobilité et défense de l'environnement. Et c'est le sens de la question que notre invité précédent, Christophe Rollet, le directeur général de Point S, vous pose. Ravi de vous poser une question. Je voudrais savoir, à votre avis, quels sont l'impact des mesures à la fois de la Commission européenne et des pouvoirs publics aujourd'hui sur l'environnement. Est-ce que vous pensez sur l'automobile qu'ils sont durables et qu'ils permettent aux consommateurs à la fois d'avoir cette démarche pour l'environnement tout en maintenant son pouvoir d'achat, sachant qu'aujourd'hui, et Point S est bien placé pour le savoir, la conjugaison, l'addition des deux n'est pas toujours une équation solvable. On pourrait le dire autrement, rouler en voiture électrique, c'est trop cher. Oui, c'est trop cher. C'est trop cher malgré les aides. Et peut-être que la voiture électrique n'est pas la seule solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question, c'est comment est-ce que les gens peuvent continuer à avoir de la mobilité en ayant moins d'impact sur le climat. Donc, il y a la piste de la voiture électrique qui a été beaucoup promue. Mais il y a évidemment... Notamment par l'Europe. Hein. Il y a cette borne de 2035 avec la fin de la vente des véhicules thermiques. Tout à fait. Neuf, mais on reste sur un modèle de la voiture individuelle, en fait. Oui. On essaye de ne pas trop bouleverser les modes de vie de la population. Moi, il me semble qu'un élément qui manque dans l'équation, c'est tout ce qui est infrastructure de transport collectif. Alors, ça peut être des infrastructures lourdes, des trains, etc. Mais aujourd'hui, il y a aussi d'autres types de solutions. Par exemple, les cars à haute fréquence. Donc, vous mettez en place des cars, donc c'est moins cher. Vous n'avez pas besoin de 10 ans pour mettre en place la solution. Et ça marche très bien. Les gens, du coup, ont un moyen de transport qui est régulier, qui est fiable et qui utilise la route. Donc, en fait, essayez de développer aussi des solutions de transport collectif et pas seulement des solutions de transport individuel. Ouais, mais ça dépend de qui? Des collectivités locales, essentiellement. Collectivités locales et de l'État, de la puissance publique. Et effectivement, il me semble qu'on fait les choses un petit peu à l'envers, c'est-à-dire qu'on demande aux gens de changer leur mode de vie, on leur dit c'est pas bien, abandonnez votre voiture, elle pollue trop, mais on n'a pas vraiment de solution de remplacement. Et aujourd'hui, la population est un petit peu piégée. Oui.
C'est souvent un argument qu'on entend. On aurait dû développer les transports en commun avant d'imposer la voiture électrique, quoi. Voilà, en fait, on le voit par exemple dans les grandes villes où il y a eu un développement des pistes cyclables. C'est en développant les pistes cyclables que l'usage du vélo a progressé et pas inverse. Parce que vous demandez aux gens de prendre leur vélo et ils sont dans une ville où il y a des dangers permanents, ils ne vont pas les prendre en fait. Et on en revient au thème de votre livre, à cette question de faire société, de cohésion sociale. Ça signifie quoi? Ça veut dire qu'on a des millions de Français qui se sentent exclus de cette transition environnementale, en tout cas sur la thématique de la mobilité. Donc, avec quel ferment de fracture sociale, justement? C'est certain qu'aujourd'hui, il y a ce sentiment, et on l'avait vu dans le mouvement des Gilets jaunes, que c'est toujours aux mêmes qu'on demande des efforts, et un sentiment un peu d'injustice sociale. Et l'exemple le plus emblématique de ça, c'est par exemple la question du transport en avion. C'est-à-dire, les Gilets jaunes disaient, oui, mais nous, on nous taxe quand on prend la voiture, mais par contre, les voyages en avion, eux, sont plutôt favorisés. Donc, il y a besoin d'une forme de justice sociale, pour le coup, d'efforts qui soient partagés par tous pour que les gens se mettent en mouvement. S'ils ont le sentiment que c'est simplement une partie de la population, et notamment les classes moyennes, à qui on demande des efforts, ça va être compliqué. Autre thème, les événements climatiques extrêmes, sécheresse, canicule, inondation que l'actualité nous réserve en ces mois d'hiver. Ces épisodes, ils se multiplient et pourtant le climato-scepticisme, il demeure. Comment vous l'expliquez, ça? Alors, il est quand même beaucoup moins important qu'il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, il y a quand même peu de gens qui remettent en cause le fait qu'il y a des changements climatiques. Mais ils disent que ce n'est pas forcément lié à l'activité humaine. Voilà, il y a encore une proportion relativement importante de Français qui disent ça. Ou surtout, ils disent finalement, les solutions, ça peut être des solutions techniques. C'est-à-dire qu'on va s'en sortir avec la technologie, on va trouver des moyens pour capter le CO2 sous terre, on va trouver des moyens pour se chauffer en utilisant moins d'énergie. Ce qu'on appelle le technosolutionnisme. Technosolutionnisme, etc. Et ça, c'est un peu l'opinion dominante dans la société française qui permet de résoudre l'idée que on n'est pas contre l'environnement, mais on n'a pas trop envie de bouger non plus nos modes de vie, et donc on se dit qu'il va y avoir le miracle, la fée technologie qui va venir nous sauver. Bon, à peu près tous les scénarios qui sont faits par l'ADEME et d'autres RTE, etc., montrent que ça ne peut pas être la seule solution. Ça peut être une partie du chemin, on peut faire une partie des progrès avec la technologie, mais il va y avoir aussi besoin de changer les modes de vie. Prêt pour l'impact, c'est le thème, le titre de cette rubrique, question que je pose à mes invités, mais là, à travers vous, je la pose aux Français d'une certaine façon. Est-ce que vous pensez que les Français sont prêts? Vous venez de commencer à répondre à la question, mais finalement à l'inévitable, ou en tout cas aux conséquences du réchauffement climatique qui est déjà là? Alors, je ne pense pas qu'il y ait une conscience vraiment complète de toutes les conséquences qu'il va y avoir sur le changement climatique. J'entendais ce matin qu'il y a eu un rapport sur les pratiques sportives. Comment est-ce que nos pratiques sportives vont devoir évoluer? Parce que, l'eau, dans les gens qui font des sports nautiques, le niveau de l'eau va monter. Les sports d'hiver, évidemment, sont impactés, mais aussi les sports de gazon. En fait, toutes nos pratiques quotidiennes vont être appelées à évoluer. Je suis pas certaine qu'il y ait cette conscience aussi forte. On sait qu'il va y avoir un réchauffement climatique, on sait qu'il va y avoir des conséquences, mais on met un petit peu à distance. Par exemple, aujourd'hui, on a à peu près la moitié du territoire qui est concerné soit par un risque d'inondation, soit par un risque de sécheresse, soit par le risque argileux, c'est-à-dire le fait qu'on puisse avoir gonflement, rétractation des sols argileux. C'est quand même énorme. Oui. Je ne suis pas sûre que la population française soit vraiment consciente de ces difficultés-là. Oui. Est-ce que le fait d'en être conscient amènerait forcément à de nouveaux comportements? Alors, pas forcément. C'est ce qu'on a vu dans beaucoup de travaux en sciences sociales. Ce n'est pas parce que vous savez quelque chose que vous le faites. L'exemple typique, c'est celui du fumeur. Vous savez très bien que c'est mauvais pour vous et pourtant, vous le faites quand même. Donc, dans les changements de comportement, il peut y avoir d'autres méthodes que juste la sensibilisation. Il peut y avoir les méthodes financières. On vous tape au porte-monnaie avec les questions de fiscalité. On a vu on vous incite. Où on vous incite, voilà. On a vu que ça soulève quand même beaucoup de tensions dans la société française. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle les nudges, c'est-à-dire essayer, par exemple, des petits coups de pouce, où quand vous voyez que les autres se mettent à agir, vous allez vous aussi vous mettre à agir. Et moi, je crois aussi beaucoup au discours sur les bénéfices.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on décrit le changement climatique comme l'apocalypse, ça va être la fin du monde. Personne n'a envie de changer ses comportements pour aller vers la fin du monde. On se dit, du coup, on a un comportement très logique de déni. Foutu pour foutu, on y va. Quoi. Donc, par contre, le fait de changer ses modes de vie, c'est censé aussi apporter, par exemple, si on mange de manière mieux, de manière plus bio, si on s'alimente mieux, on va être en meilleure santé. S'il y a moins de pollution également. Donc par ça, exemple, le levier de la santé, ça peut être un levier qui fait bouger les comportements beaucoup plus que le levier environnemental. Oui, donc c'est un enjeu de communication, de récit, d'imaginaire d'une certaine façon. Moi, je crois beaucoup aux imaginaires et à la place du discours, du récit. C'est Harari qui explique qu'en fait, ce qui différencie les hommes des animaux, c'est que le récit leur permet de se mettre en mouvement et ils vont créer des entreprises, ils vont créer des religions, ils vont créer des choses qui vont faire que collectivement, ils vont se mettre en route. Et moi, je suis assez d'accord avec ce point de vue. Yuval Noah Harari, qui est l'auteur de Sapiens et de Nexus, c'est son dernier livre sur les réseaux d'information, du pigeon voyageur à l'intelligence artificielle, livre passionnant que je vous conseil, si on reste face à cette question des catastrophes naturelles, ce que disent les Français, 75% des Français ne se sentent pas bien préparés face aux inondations. Le chiffre, c'est 73% quand on parle des incendies de forêt, et c'est 59% des Français qui ne se sentent pas bien préparés quand on parle de la canicule. Est-ce qu'on est en train de parler d'éco-anxiété, là ? Oui. Tout à fait. C'est une façon d'incarner l'éco-anxiété. Oui, et la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup sur l'anxiété, c'est-à-dire on dit beaucoup tout ce qui va mal se passer et on n'explique pas forcément aux gens ce qu'ils doivent faire. Et donc, ça crée une forme d'impuissance et effectivement d'éco-anxiété, notamment chez les jeunes, et qui vient alimenter le fait qu'on a des problèmes de santé mentale aujourd'hui, notamment chez les jeunes. Alors, c'est aussi lié au Covid, mais c'est quand même des signaux un peu alarmants parce que la jeunesse, c'est aussi celle qui doit apporter un peu d'énergie dans notre société. Donc, si on a des taux comme aujourd'hui de personnes qui sont en syndrome dépressif, etc., aussi importants, ça doit nous questionner quand même. C'est l'une des raisons de la baisse de la natalité aussi dans notre pays. Alors c'est plus complexe que ça. Oui, voilà. Dans la baisse de la natalité, alors déjà, c'est un peu... ça serait caricatural de dire éco-anxiété, baisse de la natalité. Non. Je pense qu'il y a plein de phénomènes. Bon, il y a le fait qu'on vit moins en couple, donc mécaniquement, on fait moins d'enfants. On se met plus tardivement en couple aussi. Également, le fait qu'on a envie... De la même façon qu'on a envie d'être un individu autonome, on a envie que son enfant soit un individu qui ait toutes les chances de son côté, et donc peut-être qu'on aura un petit peu moins d'enfants pour pouvoir s'en occuper un petit peu mieux. Donc ça va aussi avec l'individualisation. Et puis il y a aussi des phénomènes d'inquiétude par rapport au niveau de vie, par rapport au chômage. Donc, et puis après, il y a aussi tout ce qui se joue du côté de l'égalité homme-femme. On sait qu'en France, on avait une natalité assez importante, notamment parce que on a, par exemple, des systèmes de garde et on parlait de miracle français. C'est vrai qu'en se comparant aux autres pays européens, alors on reste un pays avec un taux de natalité plus élevé que les autres, mais notre taux a quand même bien baissé. Voilà. Donc il y a peut-être des questions qui se jouent autour de la place des femmes et le fait que les femmes ont envie d'avoir vraiment les mêmes carrières que les hommes aujourd'hui, et également, donc, en miroir, la place des hommes. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du fait qu'il faut que les femmes évoluent dans leur carrière, mais il faut aussi que les hommes évoluent dans leur vie familiale pour qu'il y ait vraiment une parité. Je vous pose cette question parce que ça a évidemment des conséquences économiques et sociales qui sont importantes. Notre système de protection sociale, notre système de retraite, il repose sur un nombre d'actifs important. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de déni là aussi, aujourd'hui, en France ? Alors, il me semble qu'il y a d'autant plus une forme de déni qu'il y a un rejet massif de l'immigration. Or, ça pourrait être un des paramètres de l'équation. On voit bien. Oui, c'est soit on fait plus de bébés, soit immigration, soit des robots pour faire le boulot des humains. C'est ça. Voilà, mais jusqu'à présent, on n'a pas complètement réussi à remplacer les humains par des robots. Voilà. Même si effectivement, il y a une partie des tâches qui sont remplacées. Donc, il y a effectivement une forme de déni et une forme de rejet de l'altérité qui est quand même très forte dans notre société. Donc, qui pose des questions sur, comme vous le dites, la pérennité du modèle. Mais c'est vrai aussi du débat sur les retraites et le fait de travailler plus longtemps. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'avec cette situation démographique, il n'y a pas beaucoup de choix.
que de travailler plus longtemps. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Après, il faut aussi savoir que le monde du travail, la pénibilité au travail a plutôt eu tendance à augmenter. Et donc, les gens sont aussi inquiets de ne pas réussir à aller jusqu'au bout, en fait, de leur carrière. C'est pas simplement qu'ils sont flemmards et qu'ils ont envie de se tourner les pouces à la retraite. Voilà. C'est qu'ils sont assez inquiets de réussir à tenir le rythme. Et ça, c'est vrai pour les ouvriers, mais c'est vrai aussi pour les cadres qui sont inquiets de ne pas réussir à tenir le niveau de stress et de productivité dont on parlait tout à l'heure permanent. Je voudrais, allez, il nous reste 1 minute 30, qu'on parle quand même de l'eau, du partage de l'eau, parce que est-ce que c'est l'un des thèmes sur lesquels les Français sont peut-être, justement, on parlait de déni, les plus réceptifs, c'est-à-dire les plus conscients, les plus actifs même déjà? Alors en tout cas, on a publié récemment des travaux pour la Caisse des dépôts qui montrent qu'effectivement, il y a une augmentation de la proportion de Français qui fait attention à la manière dont ils utilisent l'eau. Mais ça va de pair avec un développement des pratiques qui n'est pas totalement cohérent, et par exemple le développement des piscines individuelles voilà, qui mobilisent beaucoup d'eau. Après, sur le sujet de l'eau, il faut savoir que les principaux impacts, ce ne sont pas les individus, ce sont les entreprises, l'agriculture, et l'agriculture, etc. Donc les ménages, c'est une petite partie du chemin, mais c'est vrai qu'il y a une prise de conscience par rapport à l'eau qu'il n'y avait pas il y a forcément 30 ans. Avec des enjeux de partage. Alors, guerre de l'eau, le terme est certainement trop fort, mais on voit déjà des frictions, et on en revient à la question de faire société autour de ces enjeux. Oui, alors il y a des commissions en fait, qui peuvent exister au niveau local pour essayer de se mettre d'accord entre tous les usages de l'eau. C'est extrêmement compliqué parce que, par exemple, l'activité de tourisme a besoin de beaucoup d'eau pour se développer, l'agriculture aussi, les ménages aussi, et donc qui va accepter finalement de réduire son usage de l'eau? Et effectivement, il va falloir qu'on crée des cadres de discussion pour réussir à résoudre ces enjeux, parce que ça va être des enjeux de plus en plus importants. Merci beaucoup, Sandra Wabian. Je rappelle le titre de votre livre, La mosaïque française, comment refaire société. C'est publié aux éditions Flammarion. Voilà, on passe tout de suite à notre rubrique Start-up, la lutte contre le gaspillage alimentaire.